Chers collègues, l'eau est un bien commun et une ressource vitale qu'il nous faut préserver. Or, le changement climatique n'est à cet égard plus un horizon lointain, il affecte d'ores et déjà le cycle de l'eau et la disponibilité de la ressource en France. De fins observateurs parmi vous me feront sûrement remarquer au cours de l'examen qu'en ce moment, l'eau ne manque pas dans le pays. Au contraire, elle en submerge une grande partie sur le territoire hexagonal. Mais c'est justement une des conséquences du dérèglement climatique. La répartition géographique et saisonnière des pluies est désormais modifiée. Moins de pluie l'été, mais des épisodes beaucoup plus violents à l'automne et en hiver. Et la pluie n'est plus aussi efficace pour reconstituer les réserves d'eau souterraines et superficielles. Le sol ayant été largement imperméabilisé, il permet moins l'infiltration et favorise au contraire le ruissellement. L'eau des inondations, turbide et polluée, car elle ruisselle violemment et rapidement, ne pourrait pas être réutilisée sans risque sanitaire. Une étude du ministère de la Transition écologique a démontré que la ressource disponible en eau renouvelable a déjà diminué de 14% entre la période 90-2001 et la période 2002-2018, donc déjà 14%, et ça va continuer. À l'horizon d'une trentaine d'années seulement, les études anticipent des baisses significatives des débits moyens des cours d'eau et du niveau des nappes souterraines. Depuis plusieurs années déjà, les restrictions d'usage, y compris agricoles, sont de plus en plus fréquentes et de longue durée. Face à la raréfaction de la ressource en eau, les pratiques agricoles doivent s'adapter et urgemment. L'agriculture est l'activité la plus consommatrice d'eau. Elle affecte à la fois le cycle et la qualité de l'eau. Mais cette consommation est due à un modèle agricole bien particulier, celui qui est basé sur l'irrigation et qui est responsable de plus de 90% des prélèvements du secteur agricole. Je vous donne quelques exemples. Sur le bassin Adour-Garonne, selon les chiffres de France Nature Environnement, en été, le millier d'irrigants qui profitent du système d'irrigation de la Nest consomme 95% de l'eau disponible, 50% de plus par rapport à 2018. Dans le Marais Poitevin, dont on va parler dans cet examen, après la grande sécheresse de l'été 1976, l'État a accordé son soutien à un développement massif de l'irrigation. Résultat, dans les années 90, on s'est rendu compte qu'on était allé beaucoup trop vite, beaucoup trop loin dans les prélèvements, lorsque de nombreuses rivières se sont retrouvées à sec ou coulant à l'envers dans certains endroits. Face à l'assèchement du Marais Poitevin et aux sécheresses à répétition, il a fallu chercher des solutions. On aurait pu penser à réduire l'irrigation, on aurait pu penser à bifurquer de modèles agricoles, mais non, une grande idée, prélever une partie de l'eau en été et une partie en hiver. Et pour cela, un instrument miracle a été trouvé, les mégabassines. Ce sont donc des grandes retenues de substitution, artificielles, plastifiées, imperméabilisées, qui pompent dans les nappes ou les cours d'eau en hiver pour irriguer les cultures en été. Elles sont principalement construites dans des zones en tension sur le partage de la ressource en eau. Elles sont présentées par leurs défenseurs comme une solution qui permet de substituer les prélèvements hivernaux aux prélèvements estivaux, d'où leur nom officiel de retenue, donc de substitution. Mais ces ouvrages sont anachroniques et ne peuvent constituer une solution sérieuse de gestion de la ressource en eau. Pour y voir plus clair, j'ai réalisé, pour préparer cette proposition de loi, plusieurs déplacements. Le premier en Espagne, qui est un pays qui a connu un développement à très grande échelle des bassines, et ça fait déjà plusieurs dizaines d'années. J'y ai rencontré des représentants des communautés d'irrigants et de la Chambre d'agriculture de l'Aragon. Je suis allée également dans le Puy-de-Dôme auprès d'agriculteurs, de collectifs et d'associations de défense de l'environnement, d'un hydrologue et d'un écologue. Et dans les Deux-Sèvres, enfin, pour rencontrer des agriculteurs en bio et un physico-chimiste spécialiste de la qualité de l'eau à l'université de Poitiers. J'ai aussi auditionné, auditions auxquelles ont participé certains des collègues dans la salle, des chercheurs, des hydrologues, des spécialistes du cycle de l'eau et des écosystèmes aquatiques, le collectif Bassines Non Merci, la Fédération France Nature Environnement, mais aussi des syndicats agricoles, la FNSEA, la Confédération paysanne, Irrigants de France, la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et les services ministériels compétents. J'ai donné voix à tous les acteurs et à tous les points de vue. Et le résultat des auditions donne pour moi un diagnostic sans appel. Les méga-bassines ne sont pas une solution face à la raréfaction de la ressource en eau, et ce pour plusieurs raisons que je vais vous exposer rapidement. Tout d'abord, les méga-bassines sont une maladaptation. Censées permettre la substitution entre prélèvements estivaux et hivernaux, elles autorisent en réalité à pomper davantage et elles dérèglent le cycle de l'eau. Florence Abetz, qui est hydroclimatologue et que nous avons auditionné, a participé à une expertise scientifique collective sur les effets cumulés de ces retenues d'eau artificielles. Les résultats présentés sont très clairs et je vous la cite. Loin de permettre une substitution, ces retenues sont là pour permettre de consommer plus d'eau. Elles impactent les débits des cours d'eau avec une réduction moyenne de l'ordre de 10 à 50% dans les années sèches.
C'est donc aussi une solution de court terme, parce que le changement climatique va rendre de plus en plus réguliers les hivers, où les bassines en réalité ne pourront pas être remplies. C'est déjà le cas aujourd'hui en Espagne par exemple. Et enfin, c'est une solution qui n'est pas durable, puisque en augmentant artificiellement le volume d'eau disponible, les bassines incitent en réalité à la surconsommation et elles freinent une évolution qui est nécessaire dans les pratiques agricoles. En plus de n'être pas bénéfiques pour la ressource en eau, les mégabassines divisent aussi la profession agricole. Et cela pour une raison simple, elles ne bénéficient qu'à une infime minorité des agriculteurs. D'abord parce qu'en France, moins de 7% de la surface agricole est irriguée. Et donc plus de 93% des surfaces cultivées recourent en réalité aujourd'hui à l'eau pluviale ou, selon les cultures, à quasiment pas d'eau du tout. La production de maïs, donc 40% est destinée à l'exportation, représente parmi ces surfaces irriguées le tiers. Donc c'est assez majeur. Ensuite, parce qu'une infime partie des irrigants sont raccordés aux bassines, en moyenne 5% des agriculteurs présents sur les territoires concernés en profitent seulement. Les bassines, elles créent donc un droit dérogatoire à l'accès à la ressource en eau dans un contexte où l'écrasante majorité de la profession agricole est soumise chaque année à des restrictions d'eau. Christian Amblard, qui est hydrobiologiste et qu'on a auditionné aussi, résumait ainsi la situation lors de son audition. Je le cite également. « Les bassines ne correspondent pas à l'intérêt de l'agriculture française, elles correspondent aux intérêts particuliers de quelques agriculteurs et seulement à court terme. » Ces deux premiers enjeux, l'incapacité des bassines à constituer une réponse durable à la crise de l'eau et le faible nombre de bénéficiaires, sont d'autant plus problématiques lorsqu'on s'intéresse au financement des mégabassines. Je me répète, mais nous avons donc des ouvrages qui dérèglent le cycle de l'eau, ne pourront probablement plus être remplis à un horizon assez proche, permettent un accaparement d'une ressource en eau qui se raréfie par quelques gros exploitants agricoles, tout cela financé par des fonds publics à hauteur de 70% en moyenne. Pour les 16 bassines des Deux-Sèvres, par exemple, ça représente 74,3 millions d'euros d'aide publique. Et durant son audition devant notre commission il y a 2 semaines, la secrétaire d'État à la biodiversité a affirmé une volonté politique forte de lutter contre ce qu'elle appelait les subventions néfastes. Je me demande donc si on peut penser que les subventions pour les mégabassines peuvent être qualifiées de subventions néfastes. De nombreuses autorisations de construction de bassines ont d'ailleurs été annulées par la justice. Pour ne prendre que l'exemple des 15 retenues annulées le 3 octobre par le tribunal administratif de Poitiers, les raisons invoquées pour l'annulation sont d'abord le surdimensionnement. Le tribunal a estimé que les projets porteraient les prélèvements à un niveau excessif, 1/3 de plus que le volume prélevable pour les bassines de la Vienne. Et deuxièmement, l'inadaptation au dérèglement climatique. Le juge considère que les projets ne tiennent pas compte des effets prévisibles du changement climatique et met en cause les inexactitudes, omissions et insuffisances de l'étude d'impact. Nous proposons donc là, dans cette proposition de loi, un moratoire sur la délivrance des autorisations de construction des mégabassines, ce qui, après cet exposé, j'en suis sûre, vous semblera une décision de sagesse. Face à la raréfaction de la ressource en eau qui touche d'ores et déjà nos territoires, la multiplication des arrêtés de restriction des usages et la dégradation de la qualité de l'eau, il s'agit en réalité d'une proposition minimale pour engager la nécessaire transition des pratiques agricoles vers des usages plus économes et adaptés aux nouvelles conditions climatiques. En réalité, et je l'ai écrit également dans la proposition de loi, il faudrait évidemment deux grandes lois, ce que l'on ne peut pas se permettre dans une niche parlementaire. Mais la première, ce serait une pour mettre en marche la réorientation urgence du modèle agricole, encourager d'autres types de cultures plus résilientes face au changement climatique, aider à la baisse drastique des volumes en eau, par exemple. Et une autre loi, assez importante aussi, serait de permettre l'association des citoyens à la gestion d'une ressource en eau qui se raréfie et dont le partage entre différents usages doit être décidé démocratiquement. Le récent rapport de la Cour des comptes sur la gestion quantitative de l'eau alerte par ailleurs sur les défaillances du système d'information des prélèvements d'eau qui ne permettent pas d'orienter correctement les décisions publiques. C'était une citation de la Cour des comptes. Ce rapport confirme donc qu'il est nécessaire de prendre le temps de la réflexion et en particulier le temps de mener des études hydrographiques approfondies avant de pouvoir statuer sur la construction ou non de mégabassines. Comme je vous le disais, cette proposition de loi a fait l'objet de travaux préparatoires denses et de nombreux échanges de fonds sur les mégabassines et plus largement sur la problématique des usages de l'eau en agriculture dans le contexte du changement climatique. C'est dans cette perspective que je souhaite inscrire nos débats sur cette proposition de loi que j'espère riche et constructif. Je vous remercie.